Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hamed Agherbi, directeur des opérations marché et de la direction de développement par intérim à la Bourse de Casablanca. Donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, après la première édition de 2020 qui a connu un franc succès avec ses 1300 participants sur les 7 webinaires, nous continuons sur notre collaboration constructive avec l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Donc, la Bourse de Casablanca et la PSB sont heureux de renouveler cette série de webinaires qui seront animés cette année par 5 bureaux de recherche, à savoir CDG Capital Insights, CFG Bank, Sogé Capital Bourse, Atijari Global Research et Valoris Securities. Je profite également de cette occasion pour les remercier vivement de leur engagement et mobilisation. Donc, l'objectif global, si vous voulez, de ces webinaires étant de faire le point sur la saison de publication des résultats ainsi qu'identifier les opportunités d'investissement qui s'ouvrent. Donc, pour ce faire, cette année, nous avons prévu 6 webinaires qui s'étaleront sur les mois de mai et juin, à raison de 3 webinaires par mois. Donc, il y a un petit rappel qui s'affiche sur votre écran des 6 webinaires avec les animateurs sur chaque webinaire, sur les 2 mois, juin et mai. Donc, avant d'aborder, si vous voulez, l'analyse du marché action avec ces différents secteurs, il est important de s'arrêter sur le cadre, j'allais dire, macroéconomique et les perspectives post-Covid-19. Cela me permet quelque part de faire la transition sur la thématique du jour. Donc, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir ici Ahmed Zhani de CDG Capital Insight, qui nous fera l'honneur d'évoquer en 30 minutes les perspectives post-Covid-19, déséquilibres macroéconomiques et évolution des compartimentaux. C'est Ahmed Zhani, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Bourse des valeurs de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse pour cette invitation à ce cycle deuxième du genre suite au succès de celui de 2020. Je veux préciser que c'est un cycle qui représente une belle opportunité d'échange entre les analystes, les opérateurs et les investisseurs. Et ça permet en fait, d'éclairer la vision, d'échanger sur les angles de vue et, comme vous venez de préciser, en fait, de donner plus de visibilité aux investisseurs en termes d'opportunités et en termes en fait, de perspectives. Pour commencer, la crise Covid-19. Si Zhani, on a juste omis de vous présenter. Permettez-moi juste de vous présenter si ça ne vous dérange pas. Donc, Ahmed Zhani est titulaire d'un diplôme des études supérieures approfondies en économie et finance. Monsieur Ahmed Zhani a débuté sa carrière de 13 ans en qualité d'analyste financier à CFG Bank avant d'intégrer Banque El Maghreb pour occuper le poste d'économiste spécialiste en économie internationale et puis en conjoncture sectorielle. Donc actuellement, il occupe le poste d'économiste en recherche macroéconomique et tôt à la direction CDG Capital Insights. Donc, juste pour recadrer un petit peu le webinaire, donc, nous prévoyons 1 heure entre la présentation et les questions-réponses. Les participants sont invités à poser des questions sur l'espace dédié. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Ahmed Zhani, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, pour commencer, en fait, comme tout le monde le sait, la crise Covid-19 a fortement impacté l'économie internationale et impacté les équilibres macroéconomiques de la quasi-majorité des pays, avec un impact direct sur les échanges commerciaux et sur la croissance économique. Comme l'illustre d'ailleurs la baisse du taux de croissance mondiale de moins 3,3% en 2020, une baisse qui est en fait je dirais historique, en fait une baisse qui est importante et historique. Et comme je viens de préciser, en fait l'impact a été relativement différent selon les catégories de pays, allant des pays développés aux pays émergents vers les pays en voie de développement. Bien sûr, l'impact il s'est pas limité seulement
à la croissance économique, à la demande et à la création d'emplois, mais ça a déstabilisé beaucoup d'agrégats macroéconomiques, je dirais, citant particulièrement en fait, l'équilibre des finances publiques, en fait, le taux d'accroissement de la masse monétaire ou de la sphère monétaire, et également les crédits. Donc, beaucoup d'agrégats ont été touchés. Face à cette crise inédite, cette crise sanitaire inédite, l'ensemble des pays ont adopté des plans de relance qui sont articulés sur des politiques publiques aussi bien monétaires que budgétaires, avec bien sûr en fait des cibles sectorielles en termes de taille d'entreprise ou même en fait des actions de politique publique qui ont même ciblé en fait les ménages avec en fait l'objectif d'assurer ou d'accompagner la reprise de l'économie et en fait de faire tourner à nouveau en fait le cycle économique entre demande, croissance et création de richesse. La présentation d'aujourd'hui ou l'exercice d'aujourd'hui va porter sur le cas du Maroc. Donc, à l'instar de l'ensemble des pays, le Maroc a été fortement touché par la crise sur plusieurs niveaux. Face à cela, il y a en fait, les autorités publiques sous les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ont mis en place le pacte national pour la relance et l'emploi de 120 milliards de dirhams, qui est un pacte en fait mixte entre stimulus monétaire, entre investissement budgétaire et effort des investisseurs institutionnels, en fait en fait visé, c'est d'accompagner de redynamiser le système productif pour en fait surmonter cette crise et retrouver les niveaux d'avant-crise. Zani, si vous permettez, excusez-moi. Ok, je ne savais pas si vous aviez commencé à dérouler les slides ou pas encore. Donc, vous venez de débuter le déroulement des slides. C'est bien ça? Juste exactement, oui. Parfait, parfait. Oui. Parce qu'on pensait qu'on n'était pas en train de voir. Merci beaucoup. Merci, pardon. Merci. Donc, la présentation d'aujourd'hui ou l'exercice d'aujourd'hui portera sur 3 axes. Le premier axe, c'est une évaluation du bilan de l'impact de la crise Covid-19 sur les équilibres macroéconomiques et le marché des taux en 2020. Le deuxième, il sera en fait réservé à l'analyse et à l'évaluation du pacte national pour la relance économique et de l'emploi. Donc, c'est une sorte de… Je vais en fait exposer les résultats qu'on vient de communiquer dans un papier publié par CDG Capital Insight sur ce pacte. Et en fait, la troisième partie, il portera sur les prévisions, nos prévisions relatives aux équilibres macroéconomiques au marché des taux, notamment pour les 2 prochaines années, 2021-2022. En résumé, si on veut dresser un bilan résumé de l'impact de la crise Covid sur les équilibres macroéconomiques, on peut dire que l'impact était en fait négatif sur un certain nombre d'équilibres, notamment le fort recul de la croissance économique. Et là, on a eu l'impact double, c'est-à-dire aussi bien sur la création de valeur ajoutée que sur la demande. Il y a le deuxième axe qui est la forte détérioration de l'équilibre des finances publiques, dont le déficit et l'endettement ont fortement augmenté. Et un troisième axe qui me semble très sensible, mais qui n'est pas très apparent, c'est-à-dire en termes sur ce plan des équilibres macroéconomiques, qui est celui de l'accroissement de la masse monétaire en circulation. La masse monétaire, elle a fortement augmenté et on a observé des changements au niveau de la structure de cette masse et même au niveau de l'orientation de cette masse vers les crédits et principalement les crédits. Par contre, il y avait, en fait, ou je dirais heureusement, il y avait quelques facteurs qui ont atténué l'impact de cette crise, notamment l'allègement du déficit commercial, qui a baissé d'environ 50 milliards de dirhams. Il y avait la baisse de l'inflation, malgré la succession de 2 années de sécheresse. On sait tous que l'inflation au Maroc, c'est une inflation qui est plus conditionnée par la composante alimentaire. Et heureusement que lors de cette crise sanitaire, on a eu un certain apaisement des tensions inflationnistes. Il y a le troisième facteur, en fait, qui n'est pas un équilibre macroéconomique, mais plutôt une action des politiques publiques, qui est celle de la facilitation de l'accès au financement, particulièrement pour les TPM.
Donc, on peut considérer que la crise Covid-19 a représenté, à mon sens, un stress test important pour l'économie nationale. On va essayer de présenter en fait les différents effets ou les différents impacts d'une manière chiffrée, illustrée à travers des graphes. Et on voit que en fait la valeur ajoutée a fortement reculé, donc on a touché un creux historique de moins 7%, donc c'est une décroissance de moins 7% qui est due aussi bien au recul de la composante non agricole qui est passée de 3,8 à moins 6,7 et du fort recul de la composante agricole sous l'effet, comme je viens de préciser, des mauvaises conditions agricoles pour la campagne 2019-2020. En contrepartie, on a eu le même impact sur les contreparties de la croissance, et plus particulièrement sur la demande des ménages qui représente l'axe principal de la croissance économique, qui passait d'un taux de croissance de 1,8 à moins 9,4. Et on a eu la baisse importante également de l'investissement de 0,9 à moins 8,5 et de la demande étrangère de 5,8 à environ moins 14, Donc, c'est une baisse, je dirais, conjuguée de l'ensemble des composantes, des contreparties, pardon, de la croissance économique. Pour ce qui est de l'équilibre des finances publiques, en fait, les équilibres des finances publiques, notamment l'endettement et le déficit, ils ont fortement augmenté sous l'effet de la baisse importante des recettes, particulièrement la composante fiscale. On voit ça à travers le premier graphe. Face à cela, il y avait des exigences en termes de dépenses, aussi bien des exigences en termes de dépenses courantes relatives à la santé et au social, mais également des exigences en termes d'investissement face à un fort ralentissement de l'investissement privé. Donc l'État, à travers l'exercice budgétaire, a essayé de jouer son rôle contracyclique en vue je dirais, d'amortir le choc de la crise et d'épauler l'investissement au sens global du terme. Comme je viens de préciser, l'un des trois axes ou des trois impacts négatifs, qui est à mon sens très important, c'est l'accroissement de la masse monétaire. La masse monétaire en 2020, elle a fortement augmenté à un rythme de 8,4% contre une moyenne de 4,7%. Donc, on est passé quand même à un double rythme par rapport à une année normale. Face à cela, on voit que cette masse monétaire s'oriente plus vers les agrégats liquides, notamment la circulation fiduciaire qui a augmenté de 50 milliards de dirhams, contre 13 milliards enregistrés en moyenne au cours des 5 dernières années. Il y a également la hausse importante des dépôts à vue contre une baisse des dépôts à terme. Donc là, on assiste à une hausse de la masse monétaire, mais qui est en train de devenir de plus en plus liquide. Sont des facteurs en atténuation. Il y a le déficit commercial qui a quand même baissé de moins 50 milliards de dirhams et c'est l'un des principaux soucis lors du déclenchement de cette crise du comité de veille économique. C'est le principal souci, c'était l'impact de l'équilibre extérieur sur les réserves de change et c'était la raison pour laquelle on a tiré sur la ligne de précaution de liquidité auprès du FMI et on a opté plus aux sorties à l'international pour financer le déficit du Trésor. Donc, la baisse du déficit a été importante. C'est ce qui a permis de contrebalancer la baisse des recettes touristiques et d'atténuer le déficit du compte courant qui est passé de moins 4,1% à moins 1,8% en pourcentage du PIB en 2020. Donc, on peut dire que la baisse du déficit a atténué aussi bien l'impact sur l'équilibre extérieur global et sur les avoirs en devises qui ont pas subi véritablement le choc attendu de la crise Covid-19. Il y a un deuxième point qu'on peut considérer comme étant un facteur en amortissement qui a amorti un peu l'effet de la crise. C'est la baisse des tensions inflationnistes. Généralement, en période, quand on succède 2 années de sécheresse, généralement, les prix de l'alimentation augmentent et on a une surchauffe inflationniste. Cette année, ce n'est pas le cas et c'est un peu expliqué plutôt par le recul de la demande
qui est due à la hausse du chômage, au ralentissement des transferts des Marocains résidant à l'étranger et à la baisse des crédits à la consommation de moins 4,2% en glissement annuel en 2020. Et il y a également l'affaiblissement des revenus des ménages ruraux à cause des résultats médiocres de la saison agricole. Le troisième point qui est venu en atténuation, c'est les initiatives prises par le gouvernement. Et là, je liste rapidement ce qui a été fait par Banque Maghreb et les produits créés en réponse à cette crise inédite par la Caisse centrale de garantie. Banque Maghreb a baissé à deux reprises l'auto directeur et elle a annulé le taux de la réserve monétaire obligatoire. Il y avait l'assouplissement des ratios prudentiels du secteur bancaire en termes de solvabilité, de liquidité et même de classification des créances en souffrance pour encourager la distribution du crédit. Le changement de la stratégie d'intervention vers les instruments de long terme, Banque Maghreb avant la crise, articuler ses interventions plus sur les avances à 7 jours. Maintenant, il opte plus pour les pensions livrées à 3 mois, 1 an. Donc, il cherche à stabiliser les ressources des banques. Il y a la satisfaction de la totalité de la demande lors des appels d'offres et qui donne des injections hebdomadaires qui dépassent parfois le besoin. Et l'adaptation des instruments de financement de long terme en vue de répondre aux besoins des opérateurs, c'est-à-dire la hausse des fréquences des adjudications des prêts garantis pour répondre aux besoins des opérateurs. La Caisse centrale de garantie a créé 3 produits. Le Daman Oxygène qui a été créé très rapidement en mars en vue comme son nom l'indique, de donner une bouffée d'oxygène aux entreprises qui avaient des difficultés de financement. Et les 2 produits Relance TPE et Daman Relance ont été lancés en juin, destinés à financer le besoin de fonds de roulement et d'investissement de l'ensemble des catégories d'entreprises. Et si on veut évaluer, voir un peu même les facteurs, je dirais, structurels qui ont permis d'amortir le choc, il y a le fait que l'économie nationale est plus tournée vers la demande intérieure. On voit ça à travers les contributions au cours des 10 dernières années, la consommation intérieure et de l'investissement, contrairement à la demande étrangère qui a contribué négativement à la croissance. Il y a également la FELPA de l'industrie. Là, c'est un graphe du ministère de l'Industrie sur la base d'une enquête qui a été menée. La part de l'industrie tournée vers l'exportation, il représente environ 1% de l'industrie globale. Donc, même notre industrie, elle est plus axée. Donc, on a quand même bénéficié de cette protection, de ce protectionnisme naturel de notre économie. Plusieurs facteurs ont également contribué à amortir le choc. C'est la rigidité du marché de l'emploi. On dispose de l'un des marchés d'emploi les plus rigides selon le coefficient d'Okin. On est sur un coefficient d'élasticité qui est trop faible comparativement aux pays développés, dont le coefficient il peut atteindre 100% pour le cas des États-Unis. Il y a la concentration de l'IS et de l'IR qui a permis d'amortir un peu le choc de la crise sur les recettes fiscales. Il y a la réactivité du comité de veille économique, que ce soit en termes de report des paiements fiscaux, de création de lignes de financement et bien sûr de soutien à travers les indemnités octroyées aux ménages démunis ou touchés par la crise. Pour ce qui est du marché des taux, si on veut faire un bilan rapide de ce qui s'est passé en 2020, je dirais qu'il y a 4 facteurs qui ont impacté l'évolution du marché. Il y a premièrement les 2 baisses de taux directeurs de moins de 25 PBS et 50 PBS. Donc, ça fait une baisse de 75 PBS au total en 2020. Le deuxième facteur, c'est la forte hausse du besoin de financement du trésor public qui a plus que doublé vu le doublement du déficit, qui est passé de 40 à plus que 80 milliards. Il y a la préférence des investisseurs pour la liquidité justifiée par le contexte de crise et par la baisse des taux. Et il y a les 2 sorties à l'international du Trésor, la première d'1 milliard d'euros enregistrée en septembre et la deuxième de 30 milliards d'euros de dollars enregistrée et qui est une levée exceptionnelle enregistrée en décembre. Donc, si on veut voir un peu l'évolution de la courbe des taux sous l'effet de l'ensemble de ces facteurs, T1, c'était marqué par des anticipations d'un besoin important conjugué à une baisse du taux directeur. Donc, ça a donné une légère hausse sur le court moyen terme et une légère correction baissière sur le long terme. T2, il y avait les doubles baisses du taux directeur associé à un fort mouvement vendeur sur le moyen long terme. Donc, on a eu la baisse, l'exécution partielle de la baisse sur la partie courte, mais on a eu un blocage par rapport à la transmission sur la partie longue, pour la partie longue, parce qu'il y avait une pression d'un mouvement vendeur qui gardait les taux un peu élevés. Il y a
la transmission en T3, la transmission de cette baisse suite à la concrétisation de la première sortie, c'est-à-dire la transmission de la baisse du taux de la partie courte vers la partie longue. Quand en fait les opérateurs ils sont assurés que le Trésor il devrait financer une bonne partie de son besoin au niveau international. Et T4, c'était plus marqué par une légère baisse sur le court terme suite à la deuxième sortie du Trésor en dollars, qui est la sortie importante. Donc, on voit un aplatissement de la courbe sur la partie, sur les conditions monétaires, et on voit également une légère hausse, mais vraiment très légère, sur la partie longue, et qui est plus en fait alimentée par un mouvement vendeur qui marque souvent en fait la fin d'année suite au mouvement de rachat au PCB. Donc, si on veut résumer ce qui s'est passé en 2020, donc l'économie nationale a été touchée principalement au niveau de la croissance, de l'emploi, des finances publiques, plateformes monétaires et financières. La nature de notre modèle a permis quand même d'amortir le choc, vu que c'est un modèle qui est plus axé sur la demande intérieure, sur l'investissement public, sur la rigidité du marché de l'emploi. On trouve même que certains équilibres macroéconomiques sont améliorés, notamment le déficit commercial, les pressions inflationnistes et l'accès au financement. Pour ce qui est du marché des taux, comme je viens de préciser, la courbe des taux a baissé sous l'effet de la politique monétaire expansionniste de Banque Maghreb en termes d'injection et en termes de taux, des levées à l'international du Trésor d'environ 40 milliards, on arrondit, et la rareté des opportunités de placement. Maintenant, on va voir en fait, le pacte national pour la relance économique et l'emploi de 120 milliards. Mais avant en fait, de présenter le pacte, je vais faire un petit cadrage international. Donc, l'ensemble des pays, comme je viens de préciser, ils ont mené en fait, des plans de relance qui sont articulés en trois blocs, des instruments qui sont généralement la politique budgétaire, la politique monétaire et la création de mécanismes de garantie, des cibles opérationnelles qui sont soit des secteurs, soit des catégories d'entreprises, soit des ménages, pour le cas des États-Unis, qui ont distribué en fait, pendant toute la période de la crise des chèques aux ménages qui ont en perte d'emploi. Et les objectifs, bien sûr, c'est la production, l'exportation et la consommation, pardon. Ce mix politique dépend bien sûr des marges et des canaux de transmission et de la nature de chaque économie. Donc, si on veut résumer les déterminants de choix et de la taille en fait, de ces plans de relance, c'est la marge des politiques publiques. On a des pays qui ont des niveaux de déficit et d'endettement élevés, comme le cas de la zone euro après la crise de 2008 et en fait, la crise d'endettement qui a succédé à la crise de 2008. On a d'autres pays, alors qu'ils ont plus de marge en termes d'inflation et d'utilisation du canal monétaire, contrairement à d'autres pays riches comme les pays exportateurs de pétrole qui disposent de plus de marge en termes budgétaires que de marge monétaire. Donc, le mix budgétaire monétaire dépend vraiment des marges dont disposaient les pays avant le déclenchement de la crise. Le deuxième facteur, c'est la structure et la profondeur du système économique. Donc, il s'agit d'une économie de consommation, de production locale ou une économie mercantiliste tournée vers l'exportation. Il y a également la taille des entreprises qui composent le système. Est-ce que ce sont des grandes entreprises, des TPME, etc. Il y a la cyclicité et la composition du panier pour voir un peu est-ce que ces injections, de comment ils devraient impacter l'inflation sur le court et moyen terme. Donc là, c'est un élément très pris en considération dans la conception de ces plans. Il y a le taux de pénétration des importations parce que quand on injecte, on a un taux de pénétration qui est trop élevé, on risque d'avoir une bonne partie de cette masse injectée en dehors du circuit monétaire national, c'est-à-dire en dehors des frontières. Il y a la taille de l'informel qui bloque un peu le multiplicateur de crédit et qui en fait fait transmettre l'argent du côté de la circulation fiduciaire et du financement de l'informel. Donc, dans la conception des programmes, l'ensemble de ces caractéristiques ont été prises en considération. Maintenant, pour le cas du plan du pacte national pour la relance économique et l'emploi de 120 milliards, il est ventilé, en fait, le Royaume, elle a fait le choix d'opter plus pour un stimulus monétaire vu la stabilité du cadre monétaire et de l'inflation, contrairement aux ressources budgétaires qui ont été fortement impactées par la crise Covid-19 et donc il n'y avait pas en fait beaucoup de marge à mettre sur le plan de la relance. Donc le plan adopté par le Maroc, c'est un plan de relance mixte composé de 3 blocs, un apport de budget général de 20 milliards ventilé en 15 milliards de contribution directe en investissement, 5 milliards en fonds de garantie, un financement monétaire garanti, donc c'est un refinancement de la Banque centrale
et une garantie de la CCG de 75 milliards et de ressources financières qui devraient être mobilisées par les investisseurs institutionnels et étrangers de 30 milliards. Si on veut évaluer la taille de ce programme, c'est une taille qui est relativement importante de 13,8%. Comparativement aux pays de la région, si on prend le cas de l'Égypte, c'est 1,7%, le cas de la Tunisie, c'est 2,3%. Le cas de l'Inde, qui est un pays émergent, il est de 7%. Donc, en termes de taille, la taille du programme, il est relativement importante. Notre lecture par rapport aux résultats attendus de ce programme en termes de croissance, en fait, là, je vous invite à lire la note qu'on a publiée dans ce sens. En fait, l'impact sur la croissance devrait être modéré sur le court terme, vu que là, en fait, c'est le stimulus monétaire qui est prépondérant et que ce stimulus, quand on voit un peu l'évolution des crédits, il est plus orienté vers le financement des besoins de trésor que vers l'investissement. Donc c'est comme si ces injections devraient servir dans un premier temps à maintenir le tissu productif en vie, à injecter les fonds nécessaires pour garder les entreprises opérationnelles avant d'alimenter l'investissement. En termes d'inflation, on trouve que l'impact sur le court terme devrait être trop faible de par le ralentissement de la demande et la prédominance de l'alimentation frais dans le panier de l'IPC. Et là, on est en train de vivre une bonne année agricole, donc ce qui devrait impacter à la baisse cette composante alimentaire à court terme. Par contre, sur le moyen terme, l'orientation expansionniste de la politique monétaire en termes de taux qui devrait, la transmission devrait se poursuivre de baisse des taux directeurs vers des taux débiteurs, et ainsi que les injections massives de liquidités devraient, sur le moyen et le long terme, générer un renchérissement des prix de certaines catégories, notamment l'immobilier. Sur le plan de l'équilibre extérieur, on est un pays qui est très consommateur en produits importés. On a un taux de pénétration qui est trop élevé. Donc, on s'attend à ce qu'une partie de ces injections-là sorte hors frontières. Et on a fait l'estimation de cette sortie à 50 milliards de dirhams. En termes de finances publiques, l'apport de 20 milliards, il a fortement impacté l'équilibre des finances publiques. C'est l'équivalent de 50% de la hausse du déficit enregistré en 2020. Donc, le déficit a augmenté de 40 milliards, dont 20 milliards est expliqué par l'apport à ce fonds stratégique d'investissement. Les risques potentiels liés à la mise en œuvre de ce pacte, donc il y a trois risques qui, à notre sens, devraient être surveillés. Il y a le développement du secteur informel et la hausse de la circulation fiduciaire, c'est-à-dire que l'argent part hors circuit, formel et alimente le secteur informel. Il y a la hausse des importations compte tenu du fort taux de pénétration des importations, et il y a cette volonté de distribuer des crédits et de soulager un peu les règles macroprudentielles de distribution pourrait impacter la montée pourrait générer une montée des créances en souffrance. Donc, en résumé, le pacte il est un pacte qui est très représentatif en termes de taille. Le recours au stimulus monétaire comme principal levier nous paraît judicieux de par les faibles marges budgétaires et l'absence de risque inflationniste à court et moyen terme. L'impact sera important pour le maintien du tissu économique actuel, la relance économique et la création d'emplois sur le moyen et le long terme. Toutefois, il y a des risques à surveiller, c'est le développement de l'informel, le creusement du déficit et l'impact sur les réserves de change et la montée des créances en souffrance. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante du cheminement, c'est la partie prévision. Donc, à l'instar de la quasi-majorité des pays, bien sûr, on devrait vivre un redressement des indicateurs, bien sûr à des rythmes différents. L'année 2021, il y aura deux éléments qui devraient alimenter la reprise économique. Il y a bien sûr le bon déroulement de la saison agricole qui devrait donner une croissance agricole assez importante. Et il y a bien sûr qui devrait également bénéficier de l'effet de base. Et même le non agricole devrait bénéficier de l'effet de base. C'est-à-dire que les croissances de 2021 sont des croissances qui sont plus dopées, je dirais dopées par l'effet de base. Et on devrait assister à un ralentissement de cette croissance après le lissement de cet effet de base, que ce soit pour l'agriculture avec une prévision d'une année agricole moyenne de 75 millions de quintaux,
Et pour le non agricole, bien sûr, en attendant une reprise ou une confirmation réelle, je dirais, ou solide de la reprise, aussi bien de la demande aussi bien intérieure que de la demande étrangère. On voit ça également à travers les contreparties de la croissance. On s'attend à une reprise de la demande des ménages, à une reprise de l'investissement boosté par en fait, par l'investissement public dans l'enveloppe prévue pour 2021, exceptionnellement élevée de 230 milliards de dirhams pour l'exercice 2021. Et on devrait avoir assisté en fait, au lissement de l'effet de base en 2022. L'IPC, pour ce qui est en fait de l'inflation, le taux d'inflation ne devrait pas augmenter significativement au cours des 2 prochaines années, en fait, pour la simple raison que la demande des ménages a été fortement affaiblie par la crise Covid-19, avec la hausse du chômage qui a atteint en fin mars 12,5%, passant d'environ 9% avant la crise, donc quand même une hausse de 3% au cours en fait, de l'année 2020 et le premier trimestre 2021. Il y a également l'amélioration de l'offre agricole qui devrait atténuer ou plutôt baisser les prix de l'alimentation frais qui conditionnent un peu l'évolution de l'inflation globale. En termes de déficit, en fait, avec le rebond prévu de la demande et du commerce international, en fait, on devrait retrouver un peu un peu moins que le niveau de déficit commercial d'avant la crise, mais on devrait se réinscrire sur un train haussier du déficit commercial. Par contre, en fait, l'année 2021, on devrait assister à un creusement important du déficit du compte courant pour la simple raison que les recettes touristiques devraient continuer à baisser avant de se corriger en 2022 pour atténuer un peu le déficit du compte courant de moins 4,5 prévu pour 2021 à moins 3% en 2022. S'agissant des finances publiques, comme j'ai précisé, les finances publiques viennent d'entamer un cycle d'exercice budgétaire serré. On est loin des niveaux de recettes fiscales d'avant la crise. Selon notre estimation, si on compare avec un scénario hors crise, en fait, l'État a perdu environ, sur les 2 exercices 2020-2021 environ 65 milliards de dirhams en termes de recettes fiscales. Et face à cela, il y a des dépenses qui sont toujours en augmentation continue parce qu'il y a moins de marge à réduire après l'engagement de la réforme de la compensation. La partie courante est devenue très rigide à réduire. Il y a également la volonté des pouvoirs publics de mener une politique contracyclique en termes d'investissement. Donc, on a une hausse des charges, on passe une baisse des recettes. Il y a un effort de réduction du déficit de 7,5 à 6,5, mais l'endettement public devrait continuer à augmenter compte tenu des niveaux relativement importants du déficit. En termes de besoins de financement du Trésor, on devrait rester en 2021 sur un niveau quasi similaire à celui de 2020. D'ailleurs, on le constate à travers les levées enregistrées au cours du premier trimestre. Donc, on devrait rester sur des niveaux qui sont relativement élevés. Toutefois, là, c'est une petite explication rapide. Il faut garder toujours en tête qu'en fait, que le besoin du Trésor, il ne dépend pas seulement de l'équilibre du budget général, mais en fait, les finances publiques sont gérées selon le principe de la caisse unique. Donc, il y a je dirais, trois piliers qui alimentent et qui résorbent les liquidités ou les ressources de l'État. Il y a le budget général, les comptes spéciaux du Trésor et les segments. Il y a la Banque du Trésor qui est une banque quand même importante de par son historique d'existence et son réseau, et donc, qui détient environ 11% de total des dépôts bancaires. Il y a également les collectivités territoriales. Donc, là en fait, le besoin global du Trésor ou le besoin hebdomadaire, il dépend de ces trois facteurs qui, dont les besoins et les excédents peuvent varier d'une semaine à l'autre. Toutefois, en fait, la saisonnalité des ressources fiscales et l'importance mensuelle des tombées impactent significativement les besoins mensuels des trésors. En fait, comme à l'accoutumée, au mois d'avril, après l'encaissement de la compte, on voit que le trésor se désendette et au cours des trimestres, on voit que le besoin il devient plus important.
On voit cette cyclicité. Donc, si on veut faire une estimation rapide, environ 60% des recettes fiscales sont encaissées vers la fin de chaque trimestre. Il y a cette saisonnalité est particulièrement générée par les acomptes trimestriels de l'IS et leur régularisation effectuée généralement au mois de mars. Et les tombées sont plutôt concentrées en fin d'année, ce qui laisse suffisamment de marge de trésor pour mener des opérations d'échange. En termes de prévision de la courbe des taux, les deux scénarios, en fait, le scénario central pour nous, c'est le scénario d'un cadre monétaire stable avec un taux directeur inchangé à 1,5%, des injections de liquidités en fait, qui alimentent le besoin et qui donnent plus que le besoin des banques en termes de liquidité, des besoins importants du trésor suite à l'encaissement des recettes fiscales qui sont inférieures aux prévisions, parce que pour certaines recettes comme la TVA, on a vu que en fait, le taux de croissance prévu est relativement élevé parce qu'il tablait sur une reprise importante du commerce international. Et la demande des opérateurs elle est importante. Donc, notre scénario central, c'est une courbe des taux qui est quasi stable avec de légères variations au cours de l'exercice en fonction de l'évolution du besoin de trésor et du besoin d'implémentation des opérateurs. Le scénario le moins probable pour nous, c'est que Banque Maghreb poursuit sa politique monétaire expansionniste en baissant l'autodirecteur, chose qui nous paraît un peu loin de déconnecter par rapport à la réalité. Une atténuation du déficit de liquidité suite à l'amélioration des réserves de change. Là aussi, c'est un peu parce que en fait, le Maroc, quand même, il a fortement recouru en fait, aux ressources étrangères pour l'exercice 2020, ce qui a alourdi un peu, en fait, ce qui a alourdi significativement son taux d'endettement à l'international. Donc, les sorties à l'international, je pense qu'il ne devrait pas y avoir encore plus au cours des prochains exercices, ou plutôt à la même cadence. Lever 40 milliards en une année, en un seul exercice, je pense que c'est une exception. En termes de finances publiques, c'est en fait, des recettes en ligne avec les prévisions et une demande importante des opérateurs tenant compte en fait, du climat d'investissement instable. Dans ce cas, en fait, le scénario le moins probable, c'est une baisse de la courbe des taux avec un impact immédiat sur la partie courte, comme à l'accoutumée, et une transmission graduelle vers les segments moyens et longs. Donc, si on veut résumer, donc c'est le choc de 2020, c'était un choc historique. La reprise est prévue pour 2021 et 2022, 2021 plus avec l'effet de base. 2022, c'est un lissement de l'effet de base, c'est en fait pour avoir la vraie croissance. Un retour sera sans impact significatif sur l'inflation avec en fait, un léger retour des pressions sur l'équilibre extérieur, comme je viens de préciser. La croissance agricole devrait se redresser progressivement en attendant le retour à une situation d'équilibre sur le marché de l'emploi et la reprise des crédits aux ménages qui ont baissé de moins 4,3% en 2020. Pour ce qui est de la situation du trésor public et le marché des bons du trésor, les levées resteront importantes, mais globalement sans impact significatif sur la courbe des taux, sous l'hypothèse, bien sûr, comme je viens de préciser dans le slide d'avant, d'un cadre monétaire stable. Donc, je vous remercie et j'ouvre en fait, la parenthèse pour les questions. Un grand merci, Zéhani, pour cette, je pense que pour cette excellente et riche présentation. Vous nous avez fait un joli tour d'horizon en 3 axes sur les perspectives post-Covid, des équilibres macroéconomiques et évolution de compartimentaux qui incontestablement suscitera quelques questions de la part des auditeurs. Permettez-moi juste de checker un petit peu si on a déjà des questions. Un petit instant, s'il vous plaît. J'en ai déjà une. La question est la suivante. Quel sera l'impact de la hausse de l'endettement public sur sa capacité de financement, notamment à l'international? Quand je viens de préciser, le Trésor public a fortement recouru au financement à l'international au cours de l'exercice 2020. Sous double prétexte. Le premier, c'est en fait de contribuer
au maintien ou à l'alimentation des avoirs officiels de réserve de change, mais également pour soulager un peu en fait, le marché local et éviter une hausse de la courbe des taux. En fait, comme j'ai précisé au départ, en fait, les opérateurs anticipaient une hausse importante ou le financement du besoin de trésor à travers le marché local. Donc, la courbe, elle a pris à la hausse. Donc, en fait, le Trésor, il a opté pour la solution du financement de sortie à l'international pour, en fait, pour apaiser un peu et pour réduire le taux. En résultat, en fait, la part de l'endettement en monnaie étrangère dans l'endettement global a augmenté pour atteindre 25% de l'endettement global en 2020. En fait, c'est ce qui a poussé, entre autres, les agents de notation à revoir à la baisse la notation du Maroc, en fait, à la notation du Maroc. Je pense que pour les prochains exercices, en fait, les sorties internationales seront, je dirais, un peu alourdi ou conditionné par cette augmentation de l'endettement en monnaie étrangère et par en fait, le fort déséquilibre créé par la crise Covid-19, marqué par en fait, le fort déséquilibre marqué par la baisse importante des recettes et en fait, la nécessité de maintenir le train de vie de l'État, que ce soit en termes de dépenses ordinaires ou d'investissement. Merci beaucoup, Sizani. J'ai une autre question. Je pense que vous l'avez un peu abordée concernant Banque El Maghrib. La question est la suivante. Banque El Maghrib devrait-elle garder la politique monétaire expansionniste et quel est l'horizon d'un retour vers une orientation restrictive de la politique monétaire? Je pense que vous en avez un petit peu parlé, mais il faut juste un peu étayer, je pense, pour nos auditeurs, s'il vous plaît. D'accord, bien sûr. En fait, le Banque Maghreb, à l'instar des banques centrales des pays développés, à l'instar, a essayé de soutenir la croissance à travers des baisses des taux directeurs, mais réellement, on n'a pas eu en fait, l'impact escompté sur les crédits. On voit que les crédits, en fait, trouvent du mal à redémarrer, à trouver leur rythme d'évolution d'avant la crise, et c'est expliqué un peu par le contexte et qui offre moins d'opportunités d'investissement. En fait, la question de retour, il n'est pas posé sur le court terme parce que, en fait, quand on opte pour une baisse de taux directeur ou une action expansionniste de la politique monétaire, ça a beaucoup en fait, de bienfaits réels et d'anticipation sur l'économie, mais le retour, il est relativement en fait, mal apprécié surtout par les investisseurs en fait, par les ménages. Donc, je pense que dans le contexte actuel, on est en phase de crise. On ne voit pas encore le bout du tunnel. Je pense que que le retour vers une politique monétaire restrictive devrait en fait être retardé jusqu'à apparition, jusqu'à confirmation, je dirais, de la reprise de l'activité économique au sens global. Merci beaucoup. On enchaîne sur la question d'après. Elle est plus liée à la composante non agricole du PIB. Donc la question est la suivante. La composante non agricole du PIB devrait-elle retrouver son rythme de croissance d'avant la crise? Et j'allais dire comment vous évaluez l'impact sur la croissance globale. C'est un peu le sens de la question. Euh, en fait les deux composantes du PIB, agricole et non agricole, évoluent à des rythmes qui sont en fait différents. La croissance agricole qui est très volatile et qui dépend des conditions climatiques, plus des conditions climatiques et du déroulement de ces conditions climatiques. Mais en fait, la croissance non agricole, c'est une croissance en fait, qui change de palier, c'est-à-dire soit il change de palier à la hausse ou à la baisse, et c'est une croissance qui est relativement rigide, et qui a besoin en fait, d'un rebond de la demande. Et quand je dis rebond de la demande, c'est un rebond significatif de la demande et non pas conjoncturel ou d'un effet de base. Donc, je pense que la croissance non agricole devrait en fait retrouver son rythme d'évolution d'avant la crise sur le moyen terme et non pas sur le court terme.
Merci beaucoup. Je pense que j'ai encore deux petites questions. La question est la suivante. Quel est l'impact du Covid sur l'investissement public et comment ce dernier peut-il stimuler la croissance à court terme? En fait, comme je viens de préciser, l'enveloppe de l'investissement public prévu pour l'année 2021 s'élève à 230 milliards de dirhams. En fait, c'est un niveau historiquement élevé. Maintenant, en fait, l'impact cet effort d'investissement devrait dépendre en fait de la canalisation de cet investissement vers le secteur réel. Est-ce que ça devrait être canalisé à travers des secteurs productifs et créateurs de richesse et de l'emploi, ou plutôt en fait utilisé comme le contexte en fait l'impose en fait pour mener des réformes plutôt d'ordre, je dirais, d'ordre social. Et là, je pense que l'impact, il sera moins. Donc, en fait, l'État a démontré une forte volonté en fait, de mener une politique budgétaire contracyclique, mais l'impact escompté dépendra en fait, de la nature des projets qui seront financés et comment ces projets-là devraient inclure à travers des partenariats publics-privés le secteur privé. Parce que, in fine, en fait, la vocation de l'État, c'est pas de générer en fait, de la croissance, mais plutôt d'accompagner le secteur privé pour qu'il soit capable de générer la croissance. Merci beaucoup, Sidani. Je pense que vous avez anticipé sur la question d'après quelque part, mais je vous la pose quand même. Est-ce que les perspectives de reprise de l'activité post-Covid et quels sont les secteurs les plus attractifs? En fait, à l'instar en fait, de ce qui se passe au niveau international, la crise Covid-19 a fortement, je dirais, réduit la demande globale et en fait, a remodelé un peu en fait, les stratégies d'investissement. Je pense que les secteurs qui sont les plus attractifs sont les secteurs qui sont les plus proches du noyau pardon, de la demande, notamment je dirais en fait l'agroalimentaire, compte tenu bien sûr des bonnes perspectives de la campagne agricole 2020-2021. Il y a également en fait les valeurs refuges, je dirais tout ce qui est minière et je pense que ce sont les secteurs qui sont en fait des secteurs refuges, et surtout pour les épargnants, en fait les épargnants privés. Donc, je reste en fait, sur les secteurs vitaux et sur les secteurs en fait, qui représentent des alternatives de placement dans un contexte de crise. Merci beaucoup. Entre-temps, on a eu d'autres questions, donc c'est de bon augure. Il y a un réel intérêt à votre intervention. Avec le recul d'un an, pensez-vous que les mesures de soutien à l'économie soient bien calibrées? Euh, En fait, les règles de soutien en fait, de l'économie, parce que quand on voit en fait, la pierre angulaire de ce soutien, c'est le pacte national pour la relance et l'emploi de 120 milliards. Quand on voit l'utilisation de ce pacte, comme je viens de préciser, les 75 milliards de crédits bancaires refinancés par la Banque centrale et garantis en fait, par le, en fait, garantie par la Caisse centrale de garantie, une bonne partie devrait être orientée dans un premier temps en fait, à sauver les entreprises, je dirais entre guillemets, qui ont des problèmes de fonds de roulement, avant qu'une partie passe en fait, à la formation brute de capital fixe et à l'investissement. Dans ce sens, je pense que le plan actuel, il a été plus conditionné par le contexte de crise, par les exigences de cette phase de crise qui milite en fait, pour un soutien, un soutien initial à travers en fait, d'essayer de sauvegarder le tissu pardon, productif avant en fait, de mener une action, je dirais agressive vers une croissance ou une refonte du modèle de croissance.
Merci beaucoup. Il y a une autre question sur si vous pouvez détailler davantage le point de la sortie à l'étranger des 50 milliards que vous avez abordé lors de la présentation du plan de relance. Et qu'est-ce que vous en pensez? En fait, les deux sorties que j'ai évoquées, les deux sorties de 40 milliards, en fait, d'un milliard, on arrondit, c'est 1 milliard d'euros en septembre et 30 milliards. Je pense que en fait, si le Trésor en fait, n'avait pas recouru ces deux sorties-là, en fait, la courbe des taux aurait dû en fait, se détacher un peu de la partie monétaire et évoluer dans un sens, je dirais, aussi. Maintenant, en fait, est-ce que c'est rationnel ou pas rationnel? Je pense qu'en contexte de crise, il y a des priorités en fait, qui règnent sur les choix politiques. Comme je viens de préciser, l'une des priorités, c'était plus en fait, les avoirs en devise, parce que tout ce qui est géré en local, c'est surmontable, mais quand il y a une baisse en fait, des avoirs en devise, là, on a la perte de la confiance des investisseurs. Je pense que la logique, c'était en fait, d'essayer de profiter et en fait, du contexte de taux baissier et également en fait, de la confiance des investisseurs avant d'avoir en fait, une dégradation des avoirs et bien sûr perdre la confiance des investisseurs. Merci beaucoup. On passe à la question d'après. La crise ayant montré les risques d'opérer d'une manière informelle, pensez-vous qu'il est possible qu'on connaisse une baisse structurelle du secteur informel et donc impacter positivement la croissance sur le long terme? Honnêtement, quand on observe les indicateurs et la hausse spectaculaire, je dirais, de la circulation fiduciaire d'environ 50 milliards en 2020 contre 13 milliards, je vois plus en fait une alimentation, en fait je dirais en fait un effet de levier pour le secteur informel. Là, on voit même qu'au cours du premier trimestre, cette hémorragie de la circulation fiduciaire s'est poursuivie particulièrement au mois de janvier avec des retours qui sont plus d'ordre conjoncturel que structurel. Je pense que en fait l'effort je dirais de cadrage ou d'insertion en fait du secteur informel dans le cadre formel reste toujours en fait il y a toujours du chemin à faire et que je pense pas que sur le court ou le moyen terme le secteur informel il sera résorbé en quelque sorte par la sphère formelle. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui porte sur les prévisions et les scénarios. Donc, la personne nous pose la question suivante. Je pense que les prévisions et les scénarios sont faits sur la base de la fin imminente d'une crise sanitaire. Est-ce qu'il y a une autre vision au cas où la crise continuerait à étouffer les relations économiques internationales? En fait, notre scénario, il est plus basé en fait, sur une reprise de l'activité, en fait, une reprise de l'activité au niveau national. Parce que quand même, en fait, bien sûr, on va être impacté par le redressement de la conjoncture internationale, mais nous sommes une économie qui est dans le taux de croissance assez corrélé à la croissance agricole. Et comme j'ai précisé, en fait, la saison agricole 2020-2021 s'est bien déroulée. On s'attend à des résultats qui sont relativement importants en 2021. Donc, en fait, là, ça devrait dynamiser un peu la demande, puisqu'on aura en fait, la hausse des revenus des ménages dans le monde rural. Et il y aura pas mal d'impacts positifs sur la reprise. En fait, mais si en cas de durcissement, c'est-à-dire en cas de vague, je dirais, importante, qui pourrait émerger ou en fait découler de ces nouvelles variantes avec un impact, je dirais, important, surtout sur nos partenaires commerciaux, et un impact également sur le déroulement d'activités économiques au niveau national, c'est-à-dire en cas de retour, là, entre guillemets, vers un nouveau confinement ou des restrictions plus importantes en fait, sur l'activité économique. Je pense là, bien sûr, l'impact il sera éminent sur les recettes fiscales et sur les recettes du trésor au sens large. Et là, en fait, on va assister à une deuxième hémorragie. Et bien sûr, bien évidemment, en fait, là, c'est un scénario qui reste très pessimiste. Et là, en fait, le besoin devrait augmenter
mais par ricochet, on pourrait assister à une hausse de la courbe des taux. On devrait assister à une hausse de la courbe. Si vous permettez, on prendra 2 dernières questions, après on vous libère. Bien Il y en a sûr. une qui est relative un peu à l'emprunt national. La question est la suivante. Dans le cadre de l'emprunt national programmé pour 2021, quel serait d'après vous l'impact sur le marché des taux? Dépendra-t-il des taux qui seront proposés au niveau de l'offre? En fait, l'emprunt national, c'est une opération en fait, qui devrait générer en fait, comme première recette une recette d'environ 5 milliards, donc 5 milliards de dirhams, c'est l'équivalent de 2 levées sur le marché local. Donc et maintenant, en cas de réussite de cette levée à des taux je dirais, à des taux qui sont intéressants pour le Trésor, bien sûr, l'impact, bien sûr, en fait, sera positif et devrait en fait, le Trésor devrait en fait, exploiter cette nouvelle niche pour, en fait, pour compléter sa panoplie de ressources de financement. Donc, tout dépend de la réussite de cette première opération et de capacité de renouvellement. Parce que quand même, il faut garder, en fait, il faut garder en tête le potentiel je dirais, en termes de flux de l'épargne nationale. Donc là, en fait, quand on voit un peu l'évolution en glissement annuel, je pense que le potentiel, il est là, mais c'est un potentiel qui reste relativement limité par rapport aux capacités de financement du secteur bancaire et par rapport aux capacités de financement du système financier international. La dernière question, est-ce que le taux d'épargne a connu une progression qui pourrait soutenir la consommation sur les prochains mois? En fait, quand on voit un peu l'évolution des agrégats monétaires, on voit que il y a plus, en fait, parce que pour moi, les taux d'épargne qui sont exploitables et qui peuvent être en fait utilisés au niveau de la consommation, c'est plus l'épargne auprès des banques, donc qui est plus facilement décaissable et manipulable. Mais quand on voit un peu l'évolution des agrégats, comme je viens de préciser, on voit que les dépôts à terme, les dépôts sur carnet, en fait, ils ont relativement fléchi contre une hausse des dépôts à vue. Donc, d'autant plus que si on veut voir en fait, l'évolution d'épargne au sens large, je pense que certainement il y avait une évolution positive parce que il y avait une reconcentration pardon, de la demande sur les biens de première nécessité et un report des décisions d'investissement, surtout en biens de consommation. Mais en fait, je pense que sur le court terme, le retour vers en fait, un climat de confiance normal et un climat de dépenses au sens normal devrait prendre un peu de temps de par la nature de cette crise. Sizani, encore une fois, un grand merci. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Encore une fois, Sizani, merci pour votre excellente intervention. Merci à l'ensemble des participants pour votre mobilisation et d'avoir animé le débat par la pertinence de vos questions. Sizani s'est prêté à l'exercice en vous répondant très ouvertement et très précisément à l'ensemble des questions qui ont été posées quasiment. Donc, la PSB et la Bourse de Casablanca vous donnent rendez-vous mardi 11 mai à 13 h pour un autre webinaire qui portera sur le thème suivant, qui est Marsa Maroc vers une internalisation de l'activité avec Tanger Med 2, qui sera animé par M. Mehdi Shakir de CFG Research. Bien entendu, notre webinaire sera diffusé sur les canaux digitaux de la Bourse de Casablanca, ainsi que sur le site de l'APSB, www.apsb.ma, et on vous donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah, le mardi 11 mai prochain. Voilà, Sizani, encore une fois, merci pour tout. Merci à vous. Merci Très bonne journée à vous et bon ftour à toutes et à tous. Merci beaucoup.